Bonjour Yann Bergeau. Bonjour Claude Tran. Vous dirigez depuis 2008 l'université virtuelle, qui est la cellule e-learning de l'université Jean Moulin Lyon 3, où vous enseignez le droit. Où en êtes-vous de cette université virtuelle? Alors, nous avons focalisé nos moyens, donc université virtuelle, sur la production de ressources, essentiellement ressources faciles à produire, je dirais, c'est-à-dire prendre des cours, des séminaires, en faire des ressources vidéo, des ressources audio également, et ceci tout accessible par un portail de ressources qui lui est en open source totalement, on peut reprendre, que les enseignants après peuvent reprendre aussi pour réintégrer ces ressources. Donc à la fois ça valorise, je dirais, les productions des collègues, des enseignants, des chercheurs sur des thématiques qui peuvent être relativement pointues. C'est aussi un matériau pour nos enseignants afin de pouvoir réintégrer ces ressources dans le cadre de leurs cours sur les plateformes pédagogiques, en complément des ressources qu'ils sont amenés eux-mêmes à produire. Et puis finalement aussi, ça nous tient beaucoup à cœur, c'est un moyen de donner aussi libre accès à toute cette production que l'on fait, qui est relativement massive dans nos universités, mais qu'on n'arrive pas toujours à bien valoriser. Alors en 5 ans, vous avez constaté un accroissement d'utilisation de ces ressources ou une stagnation? Où en êtes-vous véritablement quant à l'utilisation par les enseignants de ces ressources? Alors, au niveau de la consultation en général, on se rend compte qu'il y a une très forte demande auquel on répond, puisque on est arrivé quasiment là récemment à plus de 3 millions de visiteurs sur ces ressources, donc ce qui prouve qu'il y a de l'attente et il y a justement de la curiosité de la part des internautes, je dirais lambda, puisque ici il n'y a pas de contrôle d'accès. Après, sur l'intégration de ces ressources-là dans le cadre des méthodes pédagogiques, là il est bien évident que ici cela s'accompagne de tout un dispositif justement d'accompagnement de nos enseignants pour leur montrer et leur démontrer surtout l'intérêt du numérique et leur montrer comment on peut intégrer le numérique dans le cadre de leur pratique pédagogique. Donc je dirais que ici c'est un travail qui est de plus longue haleine, qui est un travail sur le temps et qui demande justement énormément de temps, de réunions, de sensibilisation et de développement sur des scénarios pédagogiques que l'on peut en mettre en place par discipline et en fonction des matières qui sont enseignées par les enseignants. Une université virtuelle en droit, je crois que vous avez été novateur. Est-ce qu'on en trouve d'autres en France aujourd'hui? Alors, on va commencer en droit, puisque j'ai commencé ma carrière à l'université justement uniquement au sein de la faculté de droit. Et puis après, on m'a demandé de relever le challenge, d'essayer de m'adresser de façon plus générale à l'interdisciplinaire et de répondre à ces questions qui peuvent être justement totalement différentes d'une discipline à l'autre et d'une faculté à l'autre. En faculté de philosophie, en faculté de droit, dans un institut d'économie et de gestion, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc c'était un challenge intéressant dans la mesure où ici, je n'avais plus un dialogue disciplinaire en m'adressant simplement à des juristes, où là il était relativement facile d'avoir un langage commun. Ici, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est toute la richesse donc, des approches pédagogiques que l'on peut rencontrer en fonction des disciplines. Cela permet aussi de mettre en évidence, de façon assez surprenante au départ d'ailleurs, des approches pédagogiques qui peuvent être communes. On peut rencontrer, dans des disciplines qui sont totalement différentes, des approches pédagogiques qui vont être identiques. Alors après, notre rôle ici est d'être un catalyseur des mises en contact, comme ça, de manière transversale. Et bon, ça peut paraître un peu présomptueux de ma part, mais j'ai quand même l'impression aussi que par le numérique, dans nos universités pluridisciplinaires, on redonne un peu un sens à justement cet aspect pluridisciplinaire, en essayant de ménager des passerelles transversales entre les différentes composantes qui sont plutôt dans un fonctionnement extrêmement compartimenté. Alors justement, un certain nombre d'universités en France font le pari de cette pluridisciplinarité et grâce au numérique de construire ce qu'on pourrait appeler, mais enfin c'est pas toujours dit ainsi, une direction de la pédagogie. Est-ce que c'est un projet qui existe à Lyon? Alors, FI, c'est qu'on a un grand débat aujourd'hui au sein des services e-learning et puis du e-learning en général, c'est-à-dire que qui doit être leader? Qui doit être la locomotive? Est-ce que c'est l'ingénierie de la formation? Est-ce que c'est la pédagogie? Est-ce que c'est la technique? Je crois que finalement ce débat-là, il faut essayer de le passer au-dessus ou de le contourner et de se dire qu'on est dans des optiques et des approches qui sont des approches par projet. Et donc des approches par projet,
que ce soit un technicien, un pédagogue, etc., qui soit le chef de projet, mais l'important, c'est qu'il puisse être un catalyseur donc de compétences, d'énergie, pour avancer vers une optique que l'on va déterminer ensemble avec l'établissement. Je crois que la question aussi ici touche véritablement à la question de la gouvernance et puis à la question de la façon dont on travaille, nous, dans les universités, avec des visions beaucoup plus transversales, ce qu'a connu le secteur privé depuis déjà plusieurs années et que nous, on commence à découvrir dans l'administration en se disant, voilà, on va avoir donc des approches projets et non plus des approches services. Et je pense que c'est là où on a une mentalité dans le travail quotidien à véritablement changer. Alors, nous sommes aujourd'hui chez vous, et nous sommes nombreux d'être chez vous. Vous organisez les 8e journées du e-learning à Lyon, 8e année. Je suppose qu'en 8 ans, les choses ont évolué. Alors, les choses ont évolué déjà sur les journées du e-learning, elles ont évolué puisque, comme je disais précédemment, j'ai commencé au sein de la faculté de droit, donc les questionnements étaient purement juridiques au départ. Et on s'adressait véritablement à la communauté des juristes en leur parlant de e-learning, en essayant de les convaincre de l'intérêt du e-learning et en relevant les enjeux d'un point de vue juridique de ces nouvelles pratiques pédagogiques. Alors, depuis maintenant quelques années, on a voulu élargir le public en transformant en quelque sorte les journées du e-learning comme étant plus des rencontres entre professionnels et quel que soit le profil de ces professionnels, gère du e-learning, que ce soit des experts, des pédagogues, des enseignants, des techniciens, on a des DSI, etc. Donc plutôt des profils techniques ou plutôt des profils de pédagogues. Et l'intérêt justement, c'est d'essayer de créer en un lieu cette rencontre, ces prises de contact et une certaine dynamique. Voilà, donc c'est l'optique qu'a pris les journées du e-learning depuis déjà quelques années. Alors les choses ont changé aussi dans les pratiques, on se rend bien compte. Alors là, reprendre donc quelque chose qu'on connaît assez classiquement, ou qu'on dit assez classiquement, l'avenir n'est écrit nulle part, hein, ou l'avenir, le futur est un grand livre blanc. Je n'aurais jamais pu imaginer, donc il y a 8 ans, 9 ans même, parce que le temps de préparer la première édition, ça fait 9 ans qu'on travaille sur ces journées du e-learning, j'aurais jamais pu imaginer qu'aujourd'hui on ait des dispositifs massifs d'enseignement où on se préoccupe de plus en plus du rôle de l'étudiant dans les dispositifs. Là, pendant la première journée, on a beaucoup entendu parler d'aspects collaboratifs, donc de démarches collaboratives entre toutes les communautés, les enseignants, les techniciens et les étudiants. Et ça, on n'aurait jamais pu imaginer ces changements véritablement profonds en l'espace de moins de 10 ans dans le cadre de l'éducation avec le numérique. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, la première fois où je suis venu à Lyon, et il y a un autre mot que vous n'avez pas utilisé jusqu'à maintenant, que vous avez souligné avec espoir et importance, c'est le mot international. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, l'international, je crois que véritablement, et parfois je choque un peu les collègues en disant ça, je crois que même l'avenir pour nous, en matière de pratique pédagogique et de massification, il est peut-être plus dans des accords internationaux et en s'adressant aux pays émergents qui, eux, ont des besoins absolument phénoménaux en termes d'éducation, plutôt que quasiment sur le territoire national. Parce qu'on a une démographie, même si on a une démographie relativement jeune par rapport aux autres pays européens, mais néanmoins, on a déjà toutes les infrastructures. Et effectivement de dire voilà, il faut faire du numérique ou il faut faire des formations à distance, on dit bon, on a de quoi accueillir nos étudiants. La problématique est différente dans les pays d'Afrique du Nord, où là les besoins en termes de locaux, on ne pourra jamais construire assez d'universités pour accueillir tous les étudiants. Donc je pense que justement dans ces partenariats internationaux, il y a une prise de conscience, puisque j'ai rencontré aussi hier soir une personne travaillant à l'AMU qui est spécialement missionnée sur ces questions-là, donc de facilitateur en quelque sorte de partenariats internationaux. Donc voilà, donc sur ces questions numériques et de partenariats internationaux, c'est des choses qui commencent à émerger, où on commence à se poser les questions de savoir comment nous allons répondre. Parce que là, ce n'est pas véritablement évident. Si je vous dis, est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Si je vous dis, est-ce qu'on peut répondre ? Là, il y a plein d'interrogations. Il y a des questions de ressources humaines, etc., à aborder pour pouvoir faire comme ça des partenariats internationaux auxquels on n'est pas forcément véritablement habitué en matière de numérique aujourd'hui lorsqu'on travaille dans les universités. Alors, le thème de ces journées du e-learning 2013, c'est réussir en e-learning. Alors moi, je vais quand même vous poser 2 questions.
Parce que réussir en e-learning, est-ce que cela signifie peut-on ne pas réussir en e-learning? Est-ce que cela signifie ou peut-on réussir à développer le e-learning en université? C'est un peu tout ça, je dirais. En même temps, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose par réussir en e-learning. On a voulu justement une formulation assez générale. Comme Philippe Mérieux l'a dit ce matin, parfois on fait du numérique ou du distanciel avec du présentiel, mais en fait on fait de la juxtaposition. Donc on se rend bien compte que dans ce cadre de ces dispositifs, on n'a pas réussi à intégrer le e-learning dans le cadre d'une activité éducative. Ou du moins dans le cadre d'un dispositif avec des regroupements et du distanciel. Donc voilà, ce sont ces questions-là. Ça ne se fait pas naturellement d'intégrer le numérique dans le cadre de l'enseignement. On a toute une culture, toute une histoire dans le cadre de l'enseignement, des enseignements plutôt sous forme magistrale, et où on a beaucoup de choses à repenser dans le cadre de l'activité éducative de l'enseignant, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut d'abord poser ces questions-là en termes, je reviens encore sur ces notions de gestion de projet, de se dire, voilà, qu'est-ce que le numérique peut m'apporter, comment je peux l'intégrer, quelle est la valeur ajoutée, et comment je peux l'articuler, et de quelle manière ce numérique intégré dans mon dispositif pédagogique va muter, et va faire muter plutôt la manière dont j'enseignais auparavant, et comment je vais enseigner demain. Donc, je suppose qu'au lendemain de chacune de ces journées du e-learning, vous apprenez, je suppose, vous partagez, mais je suppose aussi que vous en sortez avec quelques certitudes et peut-être quelques doutes. Cette année, ce serait quoi? Alors, en certitude, ce qui m'a véritablement frappé, c'est ce que je disais tout à l'heure très rapidement, c'est cette prise de conscience de la nécessité de mettre l'étudiant au centre du dispositif éducatif. Avec le numérique. Ce qui n'était pas forcément très très évident encore quand on disait des choses de ce type-là il y a ne serait-ce que 2-3 ans, peut-être même encore un peu moins. L'étudiant au centre. Voilà, l'étudiant au centre. Alors qu'on a plutôt l'habitude de voir plutôt l'enseignant au centre du dispositif éducatif. Là, ça change. Et c'est bien parce que quand on l'entend dans les discours, de plus en plus couramment. Alors là, je pense que ça, c'est effectivement un point positif. Après, bon, on a des freins, bien évidemment. Je reprendrai, on est dans le cadre de systèmes éducatifs, donc on peut avoir quasiment une approche systémique sur ces questions-là. L'éducation est un système, et donc il va falloir trouver aussi les forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire changer le système, et il y a des réticences au changement, de toute manière. Alors justement, vous écrivez, malgré les équipements massifs, le système éducatif n'a pas su intégrer le numérique aux pratiques des enseignants. Alors, moi, me vient une question simple, comment faire bouger le système? Comment faire bouger le système? Sûrement avec un premier levier qui est un levier de formation, de sensibilisation des collègues, donc leur montrer quelles sont les approches pédagogiques, et ceci souvent par langue de témoignage. C'est ce que l'on fait nous localement en inter-établissement, mais qu'on fera bientôt sur Grenoble avec des séminaires, où on invite des enseignants à parler, à venir partager leur approche pédagogique innovante avec d'autres enseignants. Donc on crée comme ça une dynamique, et donc on va continuer. Donc ça, c'est du travail de terrain. Il y a sûrement aussi sûrement un levier en ce qui concerne qui est un vieux débat mais qui n'a pas été réglé. Quel est le service et la charge d'un enseignant-chercheur? Le statut, la question du statut. Alors on a renvoyé la responsabilité aux universités de fixer ça, mais néanmoins on se rend bien compte qu'on a d'énormes différences entre établissements, et que ces questions-là, il faut les intégrer. Et plus fondamentalement, cela pose la question de savoir, est-ce que l'activité numérique dans le cadre d'un processus pédagogique, est-ce que ça fait partie ou non du service public? Donc voilà, ce sont des débats qui sont beaucoup plus profonds, où on a des lignes de force sur lesquelles il va falloir jouer afin de pouvoir modifier le système. Mais bon, c'est encore un grand chantier devant nous. Bon, je suis un peu un éternel optimiste, donc je suis sûr qu'on va y arriver, mais bon, ça prendra du temps. Merci Yann Vergeot. Merci Claude Tron.